Ouais, bonjour, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne en direct de Moscou, de la place rouge. Regardez, voilà le Kremlin avec le soleil. C'est presque le printemps aujourd'hui, c'est le printemps russe, on attend parler. Voilà le Kremlin derrière moi, voilà magnifique Goum juste là. Et puis voilà, la place rouge avec quelques touristes. Alors aujourd'hui une vidéo pour parler d'un sujet qui revient beaucoup ces temps-ci, dont on parle beaucoup sur la Russie. D'ailleurs je voudrais en parler parce que beaucoup de gens m'ont contacté à ce sujet. Je voudrais remercier tous les gens qui me contactent pour se ruspatrier. J'ai eu des ruspatriations, j'ai un nombre croissant de ruspatriations. Je rencontre des gens super, il y a des projets vraiment magnifiques et je pense que les gens avec qui j'ai parlé ces dernières semaines se reconnaîtront et je pense que vous faites le bon choix. La Russie a une bosse à passer comme j'ai déjà dit, mais la Russie est un pays d'avenir et la grande bifurcation en cours amènera son lot de difficultés, mais à mon avis son lot d'avantages et de points positifs. Donc aujourd'hui le sujet sur lequel je voudrais parler, c'est le sujet de la liberté. Parce que beaucoup de gens m'ont dit oui, mais en fait la Russie, et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans les médias, la Russie n'est pas un pays libre en fait. La Russie est un pays autoritaire, le pouvoir politique est autoritaire, on n'est pas dans une démocratie occidentale, on n'est pas dans une social-démocratie, les droits des citoyens ne sont pas respectés, etc. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je vais tenter de parler de la liberté en Russie. Et de la liberté en Russie en règle générale, et de la liberté en Russie depuis le début de l'opération spéciale, donc le 25 février 2022, savoir est-ce que des choses ont réellement changé en fait. Alors tout d'abord, je vais parler des Russes, mais je vais aussi parler de la situation des étrangers, des gens qui veulent venir habiter en Russie et qui viendront en Russie en tant qu'étrangers parce que malgré tout ils resteront étrangers. Voilà. Par quoi commencer? La première chose, c'est qu'est-ce que c'est la liberté en fait. Les gens qui parlent de liberté, c'est quoi la liberté? Donc la définition de la liberté, si je ne me trompe pas, c'est de ne pas être dans la dépendance envers quelqu'un d'autre, envers une tierce personne, et c'est de ne pas être enfermé. Donc c'est l'esclave qui se libère et qui est libre. Est-ce qu'on est libre en Russie? Est-ce que les Russes sont libres en Russie? Est-ce que les Français sont libres en France? Est-ce qu'on est plus libre quand on est un Chinois en Chine, ou est-ce qu'on est un Français en France? Vous entendez? Voilà, les cloches. Donc c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile, mais c'est un sujet qu'il faut aborder. La première des choses, c'est que effectivement, si on parle de la Russie d'aujourd'hui, et même la Russie d'après le 25 février, la Russie est globalement un pays dans lequel finalement les citoyens russes, paradoxalement, sont assez libres. Il y a, première des choses, c'est que, parler de la question sur la dépendance, les Russes sont peu dans la dépendance en fait. Les Russes économiquement sont très dans l'indépendance puisque, par exemple sur le plan alimentaire économique, ils sont extrêmement dans la survie, la débrouille, le fait de cultiver, le fait de planter, le fait d'être indépendant et autonome sur leur mode alimentaire par exemple, beaucoup plus que les Européens. Puisque presque, je crois, 40% de la population russe n'achète pas 50% de sa consommation. Tout est produit localement par des dachas, etc. Il y a une grande culture d'entraide, de débrouille. Donc, paradoxalement, il y a une forme d'indépendance sur ce plan-là qui est assez élevée en Russie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de la liberté de ton, la liberté de parole. Et ça c'est quelque chose qui surprend beaucoup les étrangers qui habitent en Russie, qui parlent russe et qui parlent à des Russes, c'est qu'en fait les Russes sont beaucoup plus ouverts paradoxalement d'esprit et beaucoup plus tolérants que les Européens. Il est tout à fait normal et toléré et légal et ça ne pose pas de problème aujourd'hui pour un Russe d'entendre des choses qu'un Européen ne pourrait pas supporter. Donc il y a une très très grande liberté de ton, de parole, de discussion. Les Européens sont beaucoup plus dans les Français notamment, sont beaucoup plus dans des schémas idéologiques desquels il ne faut pas sortir. Un Russe, vous lui dites je suis communiste, je suis ultranationaliste, je veux l'indépendance de la Tchétchénie, je veux qu'on ne laisse jamais Tchétchénie, je veux
je veux ci, je veux ça, et ben un citoyen russe, il va l'entendre, il va l'écouter, il peut ne pas être d'accord, bien entendu. Mais vous n'allez jamais avoir de réflexion, oh mon Dieu, faut pas dire ça, c'est interdit. Non, il n'y a pas tout ça. Dans la culture russe, il n'y a pas de « il faut pas dire ça ». Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en France, en Europe. Donc le russe va ne pas être d'accord, mais il a la capacité mentale, la souplesse mentale d'entendre des choses qui peuvent le choquer, avec lesquelles il ne sera pas d'accord, mais il va l'entendre. Donc sur la liberté, on va dire, de ton d'aborder des sujets qui sont des sujets interdits ou sensibles, dans la société russe, dans la culture russe, c'est beaucoup plus ouvert. Donc le russe là-dessus est beaucoup plus libre de parler, de penser, de s'exprimer. Et il y a une liberté de ton paradoxalement qui est bien supérieure dans la société en tout cas. La société russe, le spectre est bien plus large qu'au sein de la société française. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur le plan politique. Alors sur le plan politique encore, puisque c'est ça qui est important, sur le pouvoir. La Russie n'est pas une démocratie, une social-démocratie à l'européenne. C'est pas un secret. Et tant mieux, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit le meilleur modèle. Et à mon avis, le monde entier n'en est pas sûr. La Russie est un pouvoir politique à part. C'est un système de partis, mais centralisé, avec une non-alternance présidentielle, du moins. Une équipe de management du pouvoir qui est au pouvoir depuis 20 ans. Alors non, il n'y a pas vraiment d'alternance. Ça pose le sujet de l'alternance et de l'intérêt de l'alternance, que finalement on comprend bien que pour un pays comme la Suisse, une alternance n'est pas déstabilisante et ne changera pas grand-chose, mais n'amènera pas grand-chose. Pour un pays comme la Russie, c'est différent, puisque la taille, l'ampleur des chantiers réalisés ne sont pas réalisables en 5 ans pour un mandat. On ne pacifie pas des territoires détruits après des guerres comme le Caucase l'a été en 3 ans. On ne réconcilie pas les gens en 3 ans. On ne refait pas un pays, les infrastructures d'un pays grand 17 fois comme la France en 3 ans. C'est pas possible. Il ne faut pas un mandat. Il faut 2 mandats. Il faut 3 mandats. Il faut 4 mandats. C'est des chantiers. Les chantiers qui sont aujourd'hui à réaliser en Russie sont des chantiers qui sont extrêmement longs, qui dépasseront le cadre Poutine plausiblement. Donc effectivement, il n'y a pas d'alternance. Le pouvoir politique actuel a le pouvoir. Il ne souhaite pas d'alternance. Mais aujourd'hui, pourquoi y aurait-il une alternance? Tant que les gens en Russie continuent à vivre mieux, à s'enrichir et à être mieux. Ça pose le grand sujet. Parce qu'en Europe, on veut une alternance parce qu'on vit moins bien et qu'on veut que ça change pour recommencer à vivre mieux. Et ça ne marche pas, puisqu'on voit le cas de la France. Ça fait des décennies, on a beau changer de président et d'étiquette, rien ne s'améliore et tout se dégrade. Donc la Russie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le pouvoir est maintenu parce que globalement, les choses s'améliorent, parce que les gens vivent mieux, parce que sur la longue durée, ça va mieux. Et donc pourquoi les gens changeraient ça? Ils pourraient changer ça en se disant qu'il faudrait que ça aille mieux plus vite. Oui, mais les Russes, ils ont une lourde expérience d'un pouvoir autoritaire et fort, et ils savent que c'est pas si simple. Donc ils sont pas naïfs et ils savent que les choses dans leur pays sont compliquées et longues. Et par conséquent, on est dans un système politique sans alternance. On est dans un système politique qui est l'État est assez fort dans les secteurs clés importants, mais il y a une liberté très très forte en fait pour les gens en général. La classe moyenne moscovite est bien plus libre que la classe moyenne parisienne. Ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat, ils ont beaucoup plus de liberté de ton, ils ont beaucoup plus de liberté générale. On ne se fait pas emmerder, il n'y a pas un radar tous les 3 mètres. Alors bon, à Moscou, ça a un peu changé évidemment. Mais enfin, globalement, le Russe a un territoire grand qui lui appartient, il est libre, il peut aller n'importe où, il peut changer de siècle en changeant de zone dans son pays. Il y a une nature infinie, on peut disparaître dans la taïga. Il y a une grande liberté finalement sur le territoire russe pour les Russes. Et par conséquent, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir russe est fort. Et évidemment qu'il ne tolère pas une opposition malsaine. Toute l'opposition dont on nous parlait avant le 25 février, vous savez, cette opposition qui était censée représenter l'avenir, l'occidentalisation du pays, etc., et qui a disparu, qui a basculé du côté des pays non amicaux, qui a basculé en Ukraine, qui a basculé cette opposition qui appelle maintenant au terrorisme, qui appelle à la guerre. Donc évidemment que cette opposition-là ne prendra plus jamais le pouvoir. Elle ne pouvait jamais le prendre avant, mais là maintenant on est sûr qu'elle ne le prendra plus. Donc évidemment que cette position est discréditée, a disparu. Évidemment qu'il n'y a pas d'opposition. Évidemment que le pouvoir russe a tout fait pour asseoir son pouvoir. C'est logique. Mais si on compare avec la France,
la technologie politique russe dont on nous parle tant, des élites russes qui visent à atténuer l'opposition, est-ce que finalement la première campagne de Macron qui a vu la destruction du pitoyable Fillon avec le parquet national financier, les affaires de Costard, à toutes ces embrouilles de technologie politique à 2 balles qui ont permis à Macron d'affronter Marine Le Pen pour être sûr de gagner, est-ce que ça, c'est pas des technologies politiques finalement? Est-ce que ça représente bien la démocratie française? Est-ce que finalement on est encore en démocratie en France? C'est la question qu'il faut se poser, parce que peut-être que les Russes sont conscients de ne pas être en démocratie, mais est-ce que la France, on est encore en démocratie? C'est une question à se poser. Deuxième chose, c'est sur la critique du pouvoir et les manifestations. Oui, les médias français n'en parlent peut-être pas, mais il y a des centaines de manifestations par jour en Russie, dans toutes les villes, y compris à Moscou. Mais évidemment, les manifestations politiques, de mouvements politiques, d'opposition suspectés d'être financés par l'étranger ou qui sont interdits en Russie ne sont pas permises. Mais en fait, en même temps, en France, si vous êtes un militant du bloc identitaire et que vous organisez une manif de 4000 personnes devant l'Elysée, je ne suis pas sûr que ça se passe bien. Les derniers jours, on a pu voir en Russie, constater avec effroi les images d'ultra-violence dans les rues de Paris. Il n'y a jamais eu ça à Moscou. Il n'y a pas ça en Russie. Les flics ne se comportent pas comme ça, ils arrêtent les gens, mais ils ne se comportent pas comme ça et les gens ne cassent pas tout, les gens n'attaquent pas la police à coups de briques, le tout sur un fond de poubelle éventré parce qu'évidemment il n'y a plus rien qui est nettoyé. Tout ça, c'est pas la démocratie française, ce n'est pas normal. Et vu de Russie, c'est vraiment pas un modèle, et de moins en moins. Donc non, la Russie n'est pas une démocratie à l'occidentale, elle n'a pas vocation à le devenir en fait, tout simplement. Et oui, le pouvoir est en place et il a le pouvoir. C'est le rôle d'un pouvoir en fait. Et là se pose aussi la question de vous. Parce qu'en fait, si vous voulez venir en Russie, c'est parce que vous avez une raison d'y venir. Alors elle peut être économique, familiale, religieuse, culturelle, politique, climatique. Climatique, dans le sud alors. Mais quand on est étranger, français, qu'on est russe patrié, qu'on vient en Russie, il faut comprendre pourquoi on vient en Russie. Si le but de venir en Russie, c'est de s'assurer qu'il y ait bien de l'opposition politique, qu'on puisse manifester contre le pouvoir et qu'il y aura une gay pride, ben non, ça va pas arriver dans les années qui viennent, parce que la Russie ne prend pas ce modèle. Mais de toute façon, quand on déménage dans le monde, ailleurs du cocon européen et de la bulle de l'Union européenne et bruxelloise, quand on déménage dans un pays, on va au Mexique, je sais pas, on va en Chine, on va en Inde, on va au Vietnam, on va en Indonésie, on va en Turquie, ben, on n'y va pas pour changer les règles du jeu. On y va parce qu'on apprécie les règles du jeu ou parce qu'on veut respecter le cadre légal, civilisationnel, mental qui règne. On y va soit pour des raisons professionnelles, soit par des raisons de choix. Et les Russes patriés, les gens qui veulent habiter en Russie, vous venez en Russie pour des raisons de choix. Vous venez choisir d'habiter en Russie. Donc, les gens qui veulent habiter en Russie, il faut qu'ils soient certains d'être russo-compatibles et compatibles avec le cadre civilisationnel russe qui est en train de s'installer. Donc moi, quand j'ai des gens qui me disent « oui, mais en gros, il n'y a pas d'alternance », non, mais en quoi c'est ton affaire puisque tu es étranger? Voilà. Donc, maintenant, moi, après 15 ans de vie en Russie, devenu citoyen russe, je vis en Russie, je travaille en Russie, je me sens infiniment plus libre en Russie qu'en France. Le cadre général est beaucoup plus large, le cadre économique est beaucoup plus oxygéné, les impôts sont plus faibles, il y a une tolérance à l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus élevée qu'en France, le système fiscal ne vous assassine pas, tout est débrouillable, tout est assez flexible dans un sens, il y a ses problèmes, il y a ses contradictions, il y a ses difficultés, il y a ses lourdeurs administratives, il y a ses complexités comptables. Il y a le fait qu'un entrepreneur est responsable au pénal. Il y a le fait que vous tomber dessus n'importe quoi. De la même façon, quand vous roulez en Russie, un tank peut tomber sur la route, une comète ou un missile. Ben, c'est pareil, entrepreneur, vous pouvez du jour au lendemain vous retrouver dans une situation compliquée. Mais il y a toujours des voies de sortie. C'est ça la force du système. Donc, sur le plan de la liberté, au sens l'enfermement mental, géographique, économique, non, la Russie s'avère un pays finalement très libre. La société est très contrôlée par l'État au sens économique, mais l'oxygène disponible pour l'entrepreneur, il y a beaucoup d'oxygène. Et dans la vie de tous les jours, on est libre. Libre de parler, libre de penser, libre de faire ce qu'on veut. Il y a une très grande marge de tolérance en fait
des autorités et de la Russie et des autorités russes en général. Donc la Russie reste un pays très libre. Après, un autre sujet concernant la liberté, c'est la sécurité. Alors là, effectivement, la vie des parents en Russie ou des jeunes Russes, elle est largement supérieure à l'Europe. Pour l'exemple de Moscou, à Moscou, vous avez des enfants de 8 ans, 7 ans, ils vont à l'école tout seuls à pied, dans les quartiers, ils ont des iPhones à la main, il ne peut rien arriver, très peu de risques. Vous avez une ville qui est sous caméra, avec beaucoup de police, en uniforme, en privé, donc c'est très, très sécurisé. Dans le métro, il ne peut rien se passer, il y a des pickpockets bien entendu, mais il y a très peu d'agressions. Et quand il y a de l'agression violente, j'avais mentionné sur mon blog récemment, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais 3 racailles, entre guillemets, caucasiennes qui avaient drogué, qui avaient attaqué un jeune russe qui s'interposait parce qu'ils emmerdaient une jeune fille. Ils viennent d'être condamnés à des peines exemplaires, 14 ans de prison ferme en colonie à régime sévère, juste pour 2 coups de poing. Donc la société là-dessus est très autoritaire sur la réprimande en fait de l'incivilité. Et c'est pour ça que la société russe est paradoxalement très civile. En plus, il y a le niveau de civilisation global des peuples qui vivent en Russie qui sont peu enclins en fait à tout ça, toutes ces nuisances qu'on a en Occident. Donc globalement, voilà, les jeunes filles à Moscou peuvent sortir extrêmement déshabillées, extrêmement belles, extrêmement féminines, extrêmement maquillées, extrêmement sexy. Partout, la nuit, c'est très safe. Dans le métro, évidemment qu'il y aura toujours des hommes qui vont évidemment faire des avances et se proposer d'eux. C'est comme ça, c'est la vie normale. Mais globalement, il n'y a pas l'incivilité, l'insécurité, le risque du viol. Donc évidemment que la société russe, fondamentalement, est très violente. Le taux d'homicide est 6 fois supérieur à celui de la France. Mais tout ça, ça ne concerne pas en fait les gens lambda. Ça concerne certains niveaux d'acteurs économiques ou politiques ou de zones grises de l'économie dirigées par des semi-mafias, etc. Donc il y a un très fort taux de violence en haut, mais en bas au sein de la population, il y a un taux de violence, j'y reviendrai, très élevé dans les populations paysannes, dans les populations des petites villes, dans certaines régions, notamment le nord et la Sibérie du Sud, parce qu'il y a l'alcool et qu'il y a une culture, on va dire, paysanne, alcool, et en difficulté économique, mais c'est des périphéries sociologiques de la population. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'agression, il y a peu d'embrouilles. Et par conséquent, vous avez un cadre de vie là-dessus qui est largement supérieur à celui en fait, qu'on peut avoir en Europe. Donc paradoxalement, la Russie n'est pas une démocratie au sens européen, mais au sein de la Fédération de Russie, la vie pour les gens comporte énormément d'avantages. Comporte énormément d'avantages et énormément de pans de liberté profond dans lequel les gens sont beaucoup plus sereins. Il n'y a pas tout ce qu'on subit en France, il n'y a pas toutes ces merdes de grève avec des poubelles éventrées partout, il n'y a pas la racaille qui est partout. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas, le repas avec vos voisins où ils sont terrifiés parce que vous avez dit que vous allez partir en vacances en Russie. Ou que Poutine, peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça, qu'il n'avale pas des enfants tout crus et qu'il ne brûle pas les gens vivants. Il n'y a pas cette espèce d'étroitesse mentale qui est en train de tuer l'Europe, de tuer la France, sous l'effet, à mon avis, combiné principalement des médias et des ultra incompétents qui nous servent d'élite politique. Donc tout ça n'existe pas. Mais encore une fois, quand on va dans une autre civilisation, qu'on est étranger, on s'adapte. En fait, on s'intègre, on s'assimile et on respecte le code culturel en place. Et quand cette civilisation choisit en profondeur de changer de code culturel ou de retrouver le sien, on fait avec. Donc de toute façon, il faut venir vivre en Russie, venir voir en Russie, venir passer du temps pour ressentir tout ça. On peut dire Alexandre le Prussien, mais il dit n'importe quoi, etc. Mais c'est bizarre quand même que la plupart des Français de Russie ne veuillent pas en partir, ou en soit partis à contre-cœur après le 25 février. S'ils sentent bien, c'est bizarre quand même que tous ces Russes d'Europe reviennent. C'est bizarre que je repatrie des dizaines, ça va être des centaines à la fin de l'année de gens, des Français qui veulent vivre un rêve russe,
et qui veulent venir déménager en Russie parce qu'ils ont compris qu'en fait, à la sortie de tout ça, la Russie resterait un pays libre, un pays plus souverain, un pays plus indépendant et un pays dans lequel il y a de l'avenir. Donc évidemment que la bosse est compliquée à passer, évidemment que la bosse sera difficile à passer pour la Russie, c'est une bosse difficile à passer, mais au final quand cette bosse sera passée, les perspectives de la Russie resteront là. Le pays sera toujours immense, le pays sera toujours plein de richesses, le pays aura toujours besoin d'un tas de compétences pour son développement économique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un pays qui a encore c'est un réémergent avec potentiel. C'est pas un pays émergent, c'est un réémergent, c'est bien différent. Et donc toutes les compétences humaines vont y être les bienvenues. Maintenant, venir en Russie, c'est changer d'écosystème quand on arrive d'Europe. La Russie reste un pays assez européen dans un sens, mais qui va se déseuropéaniser, en tout cas surtout se désoccidentaliser, et qui va revenir à des racines russes profondes avec sans doute plus de religion, plus de technosciences, avec un pouvoir qui restera ce qu'il a été. Le Kremlin, c'est de la force et de l'autorité. Le pouvoir politique a le pouvoir en Russie et continuera à l'avoir. Donc si le projet c'est de vivre comme en France avec de l'alternance, des manifs, des grèves, la Gay Pride et des révolutions sociétales occidentales, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas beaucoup en Asie, il n'y aura pas beaucoup en Afrique, il n'y aura pas beaucoup en Amérique. En fait, il n'y aura nulle part en fait. Il n'y aura qu'en Occident. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Et peut-être un mot spécial sur le fait que globalement, une chose importante à dire, c'est la situation qu'il y avait avant et c'est la situation qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que maintenant, après l'opération spéciale militaire, il y a un nouveau cadre légal théorique qui est arrivé. Et ce nouveau cadre légal, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez derrière moi la police, hein, tout va bien, ils sont gentils. Le nouveau cadre légal, c'est effectivement que on ne peut pas prononcer le mot guerre pour qualifier l'opération spéciale militaire et que quand on discrédite l'armée russe, on peut être condamné à un tas de peines. Oui, ça existe. Il faut quand même comprendre ce qui se passe. C'est que déjà, c'est toujours pareil en Russie, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont applicables selon la bonne volonté du législateur et à qui est targeté. C'est-à-dire que ça ne vous concerne pas. Pas parce que vous êtes un pauvre Français installé en Russie que vous allez dire c'est une guerre, qu'on va vous mettre 25 ans en prison. Bien évidemment, faut être un crétin pour croire à ces trucs-là. C'est le renforcement d'un arsenal législatif existant qui vise à accentuer les capacités des autorités russes à taper sur certaines personnes de l'opposition, principalement opposition assimilée ou vue par les autorités comme étant proche des pays non amicaux, comme étant suspectés de collaborer avec des pays non amicaux ou comme étant des gens qui sont des agents déstabilisateurs pour la société russe. Et effectivement, quand un pays est en guerre, on ne critique pas l'armée. On réglera les comptes après. On réglera les comptes après. Et moi, je trouve ça bien. Je pense que si j'étais un patriote français installé en France et que mon pays soit en guerre, eh bien, je ne tolérerais pas qu'on critique l'armée. On laisse l'armée travailler, les soldats vont se battre, défendre mon pays, et on réglera les comptes derrière. Mais donc, c'est pas du tout... Il n'y a aucun changement avec l'apparition de ce cadre législatif dans la vie de tous les jours. Alors vous allez voir la presse française qui va vous dire « Oui, mais il y a un cas de père, on l'a séparé de sa fille. Oui, mais il y a un cas de machin. » Bon, moi je serais vous, je prends tout ça avec des pincettes. Globalement, les journalistes français disent beaucoup n'importe quoi. Ils connaissent mal le dossier Russie. Il y a des correspondants installés à Moscou qui sont un peu plus crédibles. Ils ont une vision un peu plus nuancée, pondérée. Mais en Russie, si le pouvoir politique vous target pour des raisons politiques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle un pouvoir fort. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, ça veut dire que ça s'applique à qui est targeté. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas la loi est la même pour tous en Russie. La loi n'est pas la même pour tous en Russie. La loi est la loi pour les citoyens. Il y a une loi pour les citoyens et pour les gens qui, plausiblement, ne créent pas de troubles à la société russe. Et les gens qui sont suspectés ou suspectables d'être des fauteurs de troubles au sein de la société russe, eh bien ils sont visables par ce que veut l'État russe en fait. C'est comme ça en fait. Mais voilà, mais en fait c'est comme ça dans quasiment tous les pays du monde en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, donc c'était un peu ce que j'avais à dire. Vidéo prise de position.
venez en Russie, mes Russes patriés, les gens qui commencent à ruspatrier les autres, continuez le processus. Venez vivre en Russie, venez visiter Moscou, venez au printemps pour le 9 mai, ça va être exceptionnel. Venez voir ce qui se passe vraiment en Russie de vos yeux. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Et puis de toute façon, partagez ma chaîne YouTube. Dans la description, je vais mettre le lien vers mon canal Telegram. Connectez-vous à mon canal Telegram, c'est vraiment l'endroit où je publie le plus de contenu sur la vie de tous les jours en Russie, tout simplement sur ce qui se passe, sur les offres de la société, les statistiques, le cadre légal, tout ce qui un petit peu peut vous amener à mieux comprendre la Russie en fait, et à mieux comprendre la société russe. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Telegram, à partager mon Telegram, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à partager ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.